Le grand entretien, l'émission politique d'RCJ. Nadège Puljac-Hermann reçoit ce dimanche matin Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines et ancien ministre du Budget et de l'Enseignement supérieur. Madame Pécresse, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes déclarée pour François Fillon. Est-ce que c'est un ticket Fillon-Pécresse pour la présidence de l'UMP ? Aujourd'hui, c'est une question de dynamique collective. Qui peut être le meilleur premier opposant à François Hollande ? Qui peut être le premier rassembleur de notre famille politique ? Qui peut, mieux que François Fillon, défendre le bilan de Nicolas Sarkozy, auquel il a évidemment très largement contribué. Je crois qu'aujourd'hui, François Fillon est le meilleur pour nous faire gagner les élections locales en 2014, mais aussi les élections nationales en 2017. C'est pour cela qu'il doit succéder à Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP. Donc, est-ce que vous aviez prévenu M. Copé de votre soutien à François Fillon ? Oui, évidemment. Et comment il a réagi ? J'en ai parlé à Jean-François Copé. Aujourd'hui, vous savez, j'ai des amis dans l'UMP, c'est ma famille politique, j'ai des amis de longue date. Mais ce choix que je fais en faveur de François Fillon, c'est d'abord un choix de conviction. Et c'est le choix que chaque militant de notre famille politique devra faire en novembre. Qui est le mieux à même de s'opposer ? Qui est le mieux à même de rassembler ? Qui est le mieux à même de nous faire gagner ? À ces trois questions, je réponds sans hésitation, c'est François Fillon. Mais est-ce que ces chapelles à l'intérieur de l'UMP, ça risque quand même pas de casser la cohésion du parti ? Alors justement, il faut faire très attention. Nous voulons faire vivre la diversité au sein de l'UMP. Ça veut dire évidemment reconnaître les sensibilités centristes, les sensibilités libérales, les sensibilités de la droite populaire. Mais en même temps, il nous faut un président qui rassemble et qui incarne la ligne du parti, la ligne politique de notre mouvement face à un François Hollande qui aujourd'hui a tous les pouvoirs de gouvernement. Il a le Parlement, il a les pouvoirs locaux. Donc c'est très important que nous ayons un président qui soit, j'allais dire, à la hauteur pour rassembler, qui ait la stature d'un homme d'État, qui ait aussi l'expérience de la gestion de crise, parce que la crise, elle est loin d'être terminée. Nous allons pendant plusieurs années traverser des périodes de grande turbulence. L'Europe, la France. Et pour relever la France dans cette période, pour affirmer une opposition résolue à la politique actuelle de François Hollande, je crois que nous avons besoin d'un leader qui rassemble. Et les risques de division à l'UMP sont grands. Mais je crois que notre parti politique a atteint aussi sa phase de maturité. Il a 10 ans. Il doit être capable de vivre ce grand moment démocratique du choix du président dans la sérénité. Moi, j'ai envie de vous demander, Madame Pécresse, pourquoi est-ce que, d'après vous, M. Fillon est plus apte à rassembler que M. Copé ? De par son histoire, tout simplement. Il incarne à la fois la France des terroirs, il a fait 6 mandats dans la Sarthe, il est allé arracher sa circonscription en 1981 à la gauche. En même temps, aujourd'hui, il est député de Paris. La problématique de la reconquête des grandes villes en France est une problématique très importante pour l'UMP. Vous savez que nous avons reculé dans toutes les grandes villes de France. Donc, terroir, grande ville. Il est aussi celui qui est le mieux à même de réconcilier la France du oui et la France du non. Je rappelle que François Fillon avait voté non à Maastricht. Je rappelle aujourd'hui qu'il est le premier visionnaire européen du parti. C'est lui qui a construit tout le discours du parti sur l'alliance franco-allemande, sur l'unité franco-allemande et sur une gouvernance de l'Europe beaucoup plus forte. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que M. Fillon devait être non seulement le président du parti, mais également votre candidat pour 2017. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de primaire, alors qu'on nous avait bien parlé de primaire ouverte à droite en 17 ? Je suis favorable à tous les exercices démocratiques. Je suis favorable à ce qu'il y ait le plus de démocratie interne dans l'UMP. De démocratie ouverte, avec des règles du jeu. Mais c'est un petit peu contradictoire avec ce que vous venez de nous dire. Non, mais vous savez aujourd'hui, qui est le meilleur opposant ? Le meilleur opposant, c'est celui qui va construire, j'allais dire, une opposition résolue dans la perspective de nous faire regagner en 2017. Vous savez, la France, dans 5 ans, elle sera dans une situation extrêmement dramatique. Les mesures que prend François Hollande aujourd'hui sont des mesures qui vont nous conduire au déclin. Il ne prend aucune mesure pour améliorer la compétitivité de l'économie française. Attendez, il est là depuis 50 jours, on peut peut-être le laisser... Mais il a pris des décisions, Madame Puljac, par exemple celle de supprimer
la TVA anti-délocalisation, qui est une réforme qu'ont fait les Danois, qu'ont fait les Allemands, que prône l'Union européenne et qui fait baisser le coût du travail et qui fait payer notre protection sociale par les produits importés. Cette TVA anti-délocalisation est une mesure de compétitivité très importante. De même, en augmentant le SMIC, de même, en augmentant les cotisations retraite, François Hollande met des boulets aux pieds de nos entreprises, alors que vous savez bien qu'aujourd'hui, nos exportations sont en berne, vous savez bien que le risque de désindustrialisation est très grand. Aujourd'hui, je crie au secours. De la même façon, je vois bien que François Hollande veut démanteler complètement la loi d'autonomie des universités. J'allais vous en parler, justement. Je le dis, tout retour en arrière sur l'autonomie des universités fragiliserait l'université française. Et quand j'entends Madame Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur, dire dans les initiatives d'excellence de Nicolas Sarkozy, auxquelles nous avons donné des nouveaux moyens, il y a un mot qui me gêne, c'est excellence. Je lui réponds, la France ne concourt pas au prix de la médiocrité. Mais alors, justement, faisons une petite parenthèse dès maintenant sur l'université, sur les universités. Si j'ai bien compris, le gouvernement a bien dit qu'il ne voulait pas remettre en question l'autonomie des universités, pour laquelle vous avez agi pendant votre ministère, parce que vous y étiez également, donc, je le rappelle, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le gouvernement entend pas remettre en cause cette loi, enfin c'est ce qu'il nous dit en tous les cas, mais faire une nouvelle loi sur la gouvernance des universités. C'est ça, ils veulent améliorer, enfin c'est ce que dit le gouvernement, améliorer la gouvernance des universités sans remettre en cause l'autonomie pour laquelle, je le répète, vous avez beaucoup agi pendant votre ministère. Et j'ai des grandes craintes, parce que qui dit autonomie dit justement moins de lois, moins de normes. Aujourd'hui, l'autonomie, c'est une loi d'ouverture qui a ouvert les portes de l'université française, notamment sur le monde de l'entreprise, notamment sur le monde socio-professionnel. Et aujourd'hui, on nous annonce une nouvelle loi pour enserrer les universités qui sont aujourd'hui autonomes, qui peuvent faire beaucoup de choses. Enserrer à nouveau les universités dans un carcan normatif. J'ai peur que cette loi, ce soit une loi de fermeture, une loi qui sorte à nouveau l'entreprise de l'université, qui referme les portes de l'université française. Et moi, je crois que l'université française, elle a besoin de respirer, elle a besoin de parler insertion professionnelle avec le monde économique, elle a besoin de parler recherche partenariale avec le monde économique. L'université doit être ouverte. L'autonomie, c'est l'ouverture. Madame Pécresse, je voudrais revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur les primaires, parce que ça me semble pas clair. Vous dites, je suis pour la démocratie, ce qui laisse supposer que vous seriez favorable à des primaires ouvertes, mais en même temps, vous dites, voilà, le candidat, ça doit être François Fillon. Si vous dites que le candidat, ça doit être François Fillon, on n'a plus besoin de primaire. Alors voilà, il est désigné d'office. Mais pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je choisissais aujourd'hui pour présider l'UMP François Fillon parce que je pense qu'il est aujourd'hui le mieux à même de nous faire gagner en 2017 et que je pense que la bataille de 2017, comme les batailles locales de 2014, se prépare dès aujourd'hui, avec un leader qui soit un leader premier opposant à François Hollande, qui soit clairement identifié. Je trouve un peu paradoxal, permettez-moi de le dire, que chez Jean-François Copé, on nous explique qu'on ne parle plus de 2017, alors que pendant 5 ans, Jean-François Copé nous a expliqué qu'il était candidat pour 2017. Donc je crois qu'aujourd'hui, le sujet, c'est quand même qui est le meilleur premier opposant à François Hollande. Et le premier opposant est nécessairement un potentiel candidat pour 2017. Après, sur la question des primaires ouvertes, soyons très clairs. Je pense que 2017, c'est quand même dans 4 ans. Je pense que c'est important pour le parti que nous ayons ces primaires ouvertes, parce que d'abord, ça donne un élan fantastique pour la présidentielle. Et là encore, je le dis, je l'avais dit déjà quand les socialistes ont fait leurs primaires, ils ont passé 6 mois dans les médias à montrer leur programme, à montrer leur équipe. Et donc, je crois que cet exercice des primaires ouvertes est un exercice très important de mobilisation de nos militants et de nos sympathisants à la veille de la future élection présidentielle. Donc oui aux primaires ouvertes qui permettront, j'allais dire, à tous les jeunes talents de l'UMP de s'exprimer, de donner leur ligne, de faire valoir leurs propositions, etc. Et peut-être de nous représenter à la présidentielle. Mais aujourd'hui, en 2012, quel est le meilleur premier opposant ? Je le répète, c'est François Fillon. Donc on en déduit que vous ne serez pas vous-même candidate, puisque vous appellerez à ce moment-là à voter pour M. Fillon, c'est ça ? En 2017 ? Oui. Écoutez, oui, a priori, aujourd'hui, ma dynamique est totalement collective et elle est derrière celui
qui me paraît être le leader naturel de notre camp. Très bien. Alors écoutez, est-ce que, bien qu'étant dans l'opposition, est-ce que vous êtes prête à voter des projets ou des propositions de loi présentées par le gouvernement? Je pense par exemple au traité budgétaire européen. Oui, moi je suis pour une opposition constructive. Il y a des lois qui vont être proposées par l'actuel gouvernement qui me paraissent aller dans le bon sens. Je pense par exemple à la loi sur le harcèlement des femmes. Vous savez que le Conseil constitutionnel a annulé la loi sur le harcèlement moral dans les entreprises pour les femmes. Voilà, largement pour les femmes, même si les hommes aussi peuvent être harcelés moralement. Mais je voterai bien. Et on l'a vu dans certaines entreprises où il y a eu beaucoup de suicides d'ailleurs. Bien sûr, aujourd'hui les femmes arrivent à des postes de responsabilité, elles peuvent elles aussi soumettre des hommes à des dictates moraux et à des pressions morales. Mais je voterai bien sûr cette loi si elle est représentée au Parlement par la majorité. De même, bien sûr, je voterai le pacte budgétaire négocié par Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, j'ajoute que c'est tout le paradoxe de François Hollande. C'est un reniement absolu de sa part de nous présenter aujourd'hui ce pacte budgétaire dont pas une ligne n'a été modifiée par rapport au traité signé par Nicolas Sarkozy. On y a rajouté un volet croissance. Non, Madame Puljac. Le volet croissance était déjà dans les tuyaux du gouvernement économique de la zone euro, que crée d'ailleurs le pacte budgétaire. Il y avait déjà, d'abord, ce pacte de croissance. C'est une goutte d'eau dans la croissance européenne, 120 milliards d'euros, c'est très peu. Je rappelle que le plan d'investissement d'avenir que François Fillon avait fait adopter avec Nicolas Sarkozy, c'était déjà 35 milliards pour la France toute seule. Donc 120 milliards pour 27 pays européens, vous comprenez que c'est très peu. Donc c'est un pacte qui est de très faible ampleur, qui recycle 65 milliards de crédits qui étaient déjà affectés aux fonds structurels européens et qui endette l'Europe de 60 milliards supplémentaires. C'était un projet de la Commission qui était dans les tuyaux depuis novembre. Là encore, François Hollande s'attribue, des mérites qu'il n'a pas. Et qu'est-ce que vous ferez pour le projet de loi sur le mariage homosexuel et sur l'adoption ? Alors sur cette question, vous savez, j'ai énormément travaillé puisque j'étais le rapporteur de la mission famille il y a une demi-douzaine d'années à l'Assemblée nationale. Mon sujet sur cette question, c'est que je crois que qui dit mariage dit nécessairement tous les droits liés à la filiation. Le mariage, en réalité, c'est le fondement de la famille. Donc le mariage, ça n'est pas seulement la reconnaissance de l'amour de deux personnes de même sexe. Le mariage, c'est aussi tous les droits liés à la filiation. Et de ce point de vue, moi, ce que je souhaiterais sur la méthode adoptée par le gouvernement de François Hollande, je souhaiterais que le gouvernement adopte une méthode de dialogue avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les représentants des associations homosexuelles, mais que ce soit aussi les représentants des différents cultes, des différentes familles de pensée philosophiques, des juristes, parce que je crois qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout des conséquences juridiques de l'ouverture des mariages à des personnes de même sexe. Pourquoi ? Tout simplement parce que qui dit mariage dit aussi droit à l'enfant, dit aussi adoption, mais dit aussi ouverture de la procréation médicalement assistée et peut-être aussi gestation pour autrui pour les hommes. Donc ces questions-là, on doit les traiter à fond avant de voter une loi qui risque de bouleverser tous les équilibres de notre droit civil et de nos institutions. Alors, cette semaine, on a eu le discours général du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, demande à la grande conférence sociale qui se tiendra au Conseil économique et social, et c'est le président de la République lui-même qui va ouvrir cette conférence. Est-ce qu'il faut avoir peur, Madame Pécresse, du mot rigueur ? La conférence sociale, c'est quoi son principal objectif ? À mes yeux, son principal objectif, ce doit être la création d'emplois. Et donc, attention à une conférence sociale qui ne serait que nouvelles dépenses publiques non financées. Nous n'avons plus d'argent dans les caisses. Et dire qu'on va recréer de l'emploi avec des contrats d'emploi jeunes, des contrats aidés, de la dépense publique, c'est en réalité dire aux Français, vous allez devoir payer. Les contribuables vont devoir payer pour de la création d'emplois. Aujourd'hui, ceux qui font l'emploi en France, ce n'est pas les contrats aidés, c'est les entreprises. Et je crois vraiment que cette question de la compétitivité des entreprises, cette question de la baisse du coût du travail, cette question de la
la baisse des charges, de la TVA anti-délocalisation, des accords de compétitivité que nous avions prévu de faire signer pour assouplir le droit du travail. Le gouvernement de François Hollande fait tout l'inverse. En supprimant la défiscalisation des heures supplémentaires, il va rigidifier les 35 heures. Mais est-ce que c'est vraiment de cela dont les entreprises ont besoin? Moi, je suis très inquiète de cette conférence dite sociale dont je crains que la première victime, ce soit l'emploi. Vous voulez dire qu'on va vers la rigueur? Alors la rigueur, ce sera le fruit des décisions de François Hollande, parce qu'en réalité, nous avions eu effectivement une rigueur de droite. Aujourd'hui, nous allons avoir une rigueur de gauche. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est simple. La rigueur de gauche, elle est plus brutale, elle est plus hypocrite et elle détruit de l'emploi. Elle est plus brutale parce que François Hollande a déjà annoncé 20 milliards d'euros de dépenses depuis le 6 mai. La retraite à 60 ans, 60 000 recrutements dans la fonction publique, la hausse du SMIC, la hausse de l'allocation de rentrée scolaire, des recrutements à Pôle emploi. Il a annoncé 20 milliards de dépenses pour le prochain quinquennat. Il a rendu l'équation budgétaire insoluble. Et du coup, c'est beaucoup plus brutal. C'est beaucoup plus brutal parce que, par exemple, en renonçant à la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, parce qu'il va recruter 60 000 enseignants, François Hollande impose le 2 sur 3, le non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3 dans des ministères non prioritaires. C'est extraordinairement brutal. C'est pareil sur les salaires de la fonction publique. En refusant de baisser le nombre de fonctionnaires, François Hollande oblige à baisser les rémunérations dans la fonction publique. Donc, vous voyez, c'est lui-même qui rend la rigueur brutale et hypocrite, parce que bien entendu, c'est pas les riches qui vont payer, c'est tous les Français. Alors, je relève, Mme Pécresse, que vous avez employé l'expression « nous avons eu une rigueur de droite ». Vous le dites aujourd'hui, je me souviens qu'à l'époque, le gouvernement auquel vous apparteniez refusait d'employer ce mot de rigueur. Alors vous vous souvenez bien, mais vous vous souvenez aussi, parce que je crois même que vous étiez du voyage, que François Fillon lui-même avait dit qu'il n'avait pas peur du mot rigueur. Il avait courageusement été à la pointe du combat pour le désendettement. C'est aussi lui qui avait dit que la France était en état de faillite. Donc je crois que nous savions que nous menions une politique rigoureuse. Mais la politique rigoureuse que nous menions, c'était une politique d'effort strictement nécessaire. C'est-à-dire que nous n'avons pris aucune décision pour alourdir la facture pour les Français. Alors il faut que les Français aient bien conscience d'une chose, et je le dis avec un peu de solennité. Aujourd'hui, c'est le premier acompte qui va leur être demandé avec le collectif budgétaire. Premier acompte de 7 milliards. La vraie facture des promesses électorales à l'automne. Premier acompte aujourd'hui, la vraie facture à l'automne. Alors aujourd'hui, dimanche, le président Hollande est à Reims où il va rencontrer Mme Merkel et ils vont fêter ensemble le 50e anniversaire de l'amitié franco-allemande. Est-ce que d'après vous, la crise européenne met à mal le couple franco-allemand qui était en tous les cas jusqu'à présent le socle de la zone euro? Pour moi, il n'y a pas d'Europe forte sans couple franco-allemand fort. Moi, je souhaite qu'on retrouve l'harmonie du couple franco-allemand tel qu'elle prévalait sous Nicolas Sarkozy. Je crois qu'en fragilisant le couple franco-allemand, François Hollande a pris le risque de fragiliser toute l'Europe. Parce que c'est simple, il n'y a qu'une seule économie aujourd'hui qui est en bonne santé en Europe. Une seule, c'est l'économie allemande. Cette économie qui a fait des efforts, qui a fait des réductions de dépenses, qui a réformé son système social, qui a accepté de modérer ses salaires, de modérer ses dépenses et de travailler davantage. Aujourd'hui, la question, c'est celle de la compétitivité de l'Europe. Il faut dire la vérité aux Français. Mais d'ailleurs, ils la connaissent ce matin dans un journal du dimanche. On voyait les résultats d'un sondage qui disait que les Français étaient conscients qu'il y avait une nécessité de dépenser moins, de travailler davantage. Eh bien, ça, c'est, pardon de le dire, c'est la voie que nous a tracée l'Allemagne, une voie de réforme, une voie de courage, et nous devons avoir un couple franco-allemand fort, qui soit le moteur de la réforme en Europe, et la France ne peut pas se séparer de l'Allemagne. Alors, un tout autre sujet, Madame Pécresse, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de la FIFA d'autoriser les footballeuses à porter le voile? Alors, je crois que la Fédération française de football a pris une très bonne décision en refusant que les jeunes filles françaises qui font du football puissent porter le voile sur le terrain. Aujourd'hui, le combat de la laïcité,
c'est le combat de la neutralité de l'espace public, c'est le combat de l'émancipation des femmes. Et sur ces sujets-là, vous me trouverez toujours derrière les laïcs. Alors ça, pour la France, oui, mais peut-être vous parlez justement de la libération des femmes, mais peut-être que pour les jeunes filles de Dubaï, d'Arabie Saoudite ou de je ne sais quel autre pays à tradition musulmane, peut-être que c'est une libération aussi d'aller faire du football. Alors autant qu'elles portent leur voile, parce que peut-être qu'elles ne pourraient pas tout simplement jouer au football si elles n'avaient pas le voile sur la tête. Oui, au plan mondial, la décision est beaucoup plus délicate, je le reconnais. Elle est beaucoup plus délicate parce qu'effectivement, le sport peut aussi être un outil d'émancipation des femmes et permettre à des jeunes filles de sortir de chez elles en faisant des compétitions sportives peut être un outil d'émancipation. Donc je reconnais qu'après, en droit national, selon les lois des pays, la question de l'émancipation des femmes se pose peut-être différemment. Mais sur la France, nous devons être un phare. Nous devons être un phare de l'émancipation des femmes et nous devons donner le signal que chez nous, les femmes, elles ont la possibilité d'être dans un espace totalement neutre quand elles font du sport, totalement neutre et en dehors, j'allais dire, des commandements religieux. Alors, un tout autre sujet. Et comment est-ce que vous analysez la petite phrase de Jean-Marie Le Pen sur sa fille qu'il traite de petite bourgeoise ? Écoutez, moi je ne fais pas l'analyse et le commentaire des propos de Jean-Marie Le Pen. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, Madame Le Pen a grandi effectivement dans les beaux quartiers de la banlieue ouest française. Cela ne discrédite pas pour autant sa parole politique. Sa parole politique, ce qui la condamne à mes yeux, c'est qu'elle porte des idées, des principes qui ne sont pas les miens. Et donc, pour moi, c'est Madame Le Pen et ce qu'elle fait, et non pas l'endroit où elle a grandi ou l'éducation qu'elle a reçue. D'accord. Est-ce que vous faites partie de l'association de Nicolas Sarkozy, les amis de Nicolas Sarkozy ? C'est pas l'association, hein, je me reprends, ce n'est pas l'association de Nicolas Sarkozy, c'est l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous en faites partie ? On ne m'a pas proposé d'en faire partie, mais bien évidemment, par nature, nous sommes tous des amis de Nicolas Sarkozy, je l'ai régulièrement au téléphone et je suis allée le voir tout récemment et je crois que nous sommes tous très collectivement fiers de ce qu'il nous a permis de faire à ses côtés. Bien justement, ça sera le mot de la fin. Alors, puisque vous avez été le voir récemment, est-ce que vous pouvez nous dire comment il va et ce qu'il fait ? Alors, je ne vais pas dévoiler l'intimité de l'ancien président de la République, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il se tient très au courant de la vie politique de son pays, qu'il la regarde avec beaucoup d'attention et surtout avec beaucoup de finesse, beaucoup d'acuité. Et je crois qu'il sera aux côtés de sa famille politique à tout mettre dans les 5 prochaines années. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Donc, Madame Valérie Pécresse, je vous remercie beaucoup et au revoir. Au revoir. C'était le Grand Entretien, l'émission politique d'RCJ, un grand entretien que vous pouvez réécouter sur notre site Radio RCJ.